Le souligner, vous êtes sur votre émission débat 100% Bénin et vous faites bien, mesdames, messieurs, de nous être fidèles. 1001 raisons évoquées ça et là pour justifier le fracassant limogeage du très médiatisé ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Herrhomen, en attendant une hypothétique raison officielle motivant une telle décision du chef de l'État. Là, aura révélé au grand jour un dossier digne, dit-on, d'une véritable nébuleuse, l'affaire Ofmas, du nom de l'entreprise en charge du bitumage de la route Porto-Novo à Promus-Traité. En jeu, près de 164,5 milliards de francs CFA. L'entreprise supposée ne rien recevoir avant le démarrage des travaux aura pourtant perçu 48 milliards, équivalent à 30% pour le démarrage des ateliers, sans manifestement donner le premier coup de pioche. C'était offusqué le ministre des Infrastructures peu avant son limogeage. Et ce serait, à en croire certaines indiscrétions, la déclaration de trop qui lui aurait coûté son poste. Un quotidien très proche du pouvoir, le Matinal, pour ne pas le nommer, mentionne dans l'une de ses parutions très clairement au sujet du dossier, je cite, « Ofmas n'est pas n'importe qui. L'imprudence commise par le ministre des Infrastructures et des Transports en taclant l'entreprise Ofmas au sujet du marché de la rocade a été la source de son malheur. » Fin de citation. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien se cacher derrière ce dossier? Quelle est la faute lourde commise par le désormais ancien ministre si, au lendemain de son limogeage, le directeur général des infrastructures, par voie de presse, a semblé dire qu'il n'y a aucune anomalie dans les options de l'exécutif relativement au dossier. Deux interrogations, mesdames, messieurs, qui serviront de fil d'Ariane à ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. Deux invités, comme d'habitude, pour les analyses qui s'imposent, et ce sera autour du thème affaire Ofmas, véritable scandale au sommet de l'État ou simple pétamouille. À ma droite, Brice Ogoubi, journaliste. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information Nouvelle Expression. Brice Ogoubi, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. En face de vous, pour ce débat, Kazmi Pidor, journaliste. Il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Kazmi Pidor, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Tout le plaisir. Un sujet qui n'a pas laissé votre journal indifférent et nous allons apprécier tout à l'heure. Mais avant, mesdames, messieurs, nous allons, avec la complicité de la régie, faire un petit tour et puis on se retrouve. Limogeage d'Hervé Herrhomen, ministre des Infrastructures et des Transports. Certes, la polémique n'en finit pas, mais le dossier renvoie désormais à une autre affaire qui focalise encore plus l'attention, l'affaire Ofmas, relativement au contrat de marché public passé entre l'État béninois et Ofmas International, et ça pour le bitumage de la route Porto-Novo à Promus-Traité. Depuis, ça sent le roussi. Brice Ogoubi, et pourquoi tant de bruit autour de ce nouveau dossier qui semble faire désormais ombrage au limogeage du ministre? Tout simplement parce que le ministre aurait révélé sans le savoir qu'il y a préfinancement, alors que c'est ce que l'on reprochait à l'ancien régime. Et au sein même du gouvernement de la rupture, il y a Bio Tchané, le ministre des Finances et d'autres qui souvent ont attaqué l'autre régime, ont dénoncé d'ailleurs le préfinancement, alors qu'il se trouve qu'aujourd'hui, dans le cas Ofmas, qu'il y a eu préfinancement. Donc c'est ça qui fait l'objet de la polémique et qui enfle tous les jours. Ça, simplement. Ça, simplement. Objet de la polémique. Oui, Kazmi Pidor, préfinancement. Et ça suscite tant de, en tout cas, votre avis sur la question. On se demande pourquoi les Béninois semblent accorder davantage d'attention, d'intérêt à ce sujet, affaire Ofmas Bénin. Oui, il faut déjà dire que le ministre a été victime donc, de ce que je peux appeler bavardage, parce que avant ce préfinancement, Ofmas est revenu sur la scène sans que personne ne puisse nous dire exactement ce qui s'est passé dans l'ombre. Quand je dis Ofmas est revenu sur la scène, depuis donc 2006, enfin après 2006, après l'élection de Boni Yayi, cette entreprise a eu des pépins, beaucoup de pépins donc avec le gouvernement. Et cette entreprise a été déclassée complètement et a été sorti, éjecté complètement du système. Durant donc 10 ans, on n'a pas vu cette entreprise-là sur la scène technique, offrant donc ses services. Mais on ne nous a jamais dit, on n'a jamais dit au peuple béninois pourquoi cette entreprise est revenue. Vous avez vu déjà cette entreprise à Cotonou, dans l'exécution du chantier qui part donc de Verdokok et Funaï jusqu'à, je dirais, Fifadji.
pour ne citer que pour ne citer que ce chantier-là. Et donc l'entreprise est revenue en son temps. Et si le ministre était donc tel qu'il a voulu montrer sa neutralité dans le dossier, il aurait pu nous dire pourquoi on a ramené donc ces entreprises qui, jadis, avaient mal exécuté des chantiers et qui, le ministère pour lequel il était là, avait donc déjà déclassé ces entreprises-là. Pourquoi cette entreprise a été rappelée sans qu'aucune explication ne soit donnée? Et donc, je crois que le ministre a été victime donc de son bavardage. Il a certainement violé les principes de la rupture. Il a bavardé, il a dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire sur cette entreprise. Parce que même si on préfinançait, nous sommes ici dans la rupture, dans la communication, il ne lui revenait pas de le dire. Il a dit et ça lui a valu son poste. Préfinancement, c'était le mot de trop, disiez-vous, Brice Ogoubidi. Oui. En quoi ce mot était-il de trop? Et ce mot était de trop parce que pendant l'appel d'offres, il y avait une entreprise concurrente, selon la presse, une entreprise sud-africaine qui aurait été éliminée sur ce critère-là. C'est-à-dire l'appel d'offres stipulait que les entreprises pouvaient se financer elles-mêmes d'abord. Voilà. Alors, il se trouve que si l'entreprise sud-africaine a été éliminée sur ce critère et qu'on découvre des mois plus tard que celui qui a gagné le marché, en fait, n'était pas capable d'avoir ce financement tout de suite, même si ça devait peut-être transiter par la banque, etc. Et qu'il a été préfinancé, bon, il y a anguille sous roche. Bon, ça laisse croire qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou carrément que c'est une entreprise qui appartient à des amis du pouvoir. Voilà. Dans l'opinion publique, c'est comme cela que c'est perçu. Que c'est ça qui enfle davantage la polémique en se disant que pourquoi ils font ce qu'ils reprochaient à l'autre il y a quelques mois ou quelques années. Donc globalement, on pourrait dire que c'est ce flou-là, surtout le critère d'élimination-là, et pour en France, c'est retenu, le Sud-Africain est éliminé, et curieusement, c'est de la bouche d'un de leurs, un ministre important, qu'on apprend qu'ils ont été financés et qu'ils n'ont pas démarré le travaux à temps. Alors, l'exécutif craignrait-il dans ce que moi j'appelle un lapsus de l'autorité, que l'entreprise concurrente se retrouve dans l'obligation, en position de porter désormais plainte? Bien sûr, et au-delà de ça, vous savez, nous sommes ici dans un enjeu politique, nous sommes dans un système où il y a des camouflets qui sont donc au niveau de certains dossiers. Et ce que vient de dire Brice, vous savez, la conséquence directe, c'est quoi? Nous sommes ici dans une passation de marché, nous sommes dans un BOT. Et le BOT a donc ses exigences, a ses principes. Et lorsque le BOT s'impose donc dans un système, c'est que ça supprime un certain nombre de choses. Et il est un peu difficile d'aller sur le terrain. Par exemple, lorsqu'on veut parler de ce chantier-là, il est un peu difficile d'aller sur le thème de gré à gré lorsque vous êtes en BOT. Parce que lorsque l'entreprise adjudicataire, entre griffes, si vous permettez l'expression, parce que lorsqu'on est en BOT, on n'a plus d'adjudication, on n'a qu'une entreprise a été sélectionnée sur donc, les critères d'autofinancement donc, du projet. Et donc, lorsque OFMAS a montré ses capacités, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait, il faut l'expliquer. Lorsque vous êtes en BOT, c'est que vous prenez sur vous la responsabilité de financer le projet à 100%, enfin, jusqu'à une certaine proportion, avant que donc l'État n'inscrive cela dans donc la dette, soit intérieure ou dans la dette extérieure, pour pouvoir vous rembourser dans des conditions qu'on sait. Et ici, c'est le taux d'intérêt qui est donc majoré, tout ça là. Et donc, lorsque OFMAS s'est donc montré comme cette entreprise qui peut donc gérer à elle seule, comme là, je l'ai cité tantôt, sur le chantier donc de Vedoko, l'OFMAS a montré ses capacités, et ce n'est pas que ça. Vous avez une autre entreprise, Ebomaf, qui est sur l'AS, par exemple, Calavi, je ne sais pas, Tori, qui est en train d'exécuter un chantier dans ce même sens-là, et donc n'a pas reçu de préfinancement. Et donc, lorsque OFMAS a donc donné ses capacités, a donné les preuves, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une intention, il ne s'agit pas d'une lettre d'intention qu'il faut envoyer au gouvernement, c'est de pouvoir donner les preuves de ce que vous avez effectivement le financement pour démarrer le chantier à temps. Et donc, OFMAS n'a pas pu donc exécuter ce chantier, et le retard s'explique ici par le fait que OFMAS n'avait pas véritablement la capacité de commencer. Et donc, quand ça se passe comme ça, et que par derrière, je dis bien par derrière, le Conseil des ministres ou le chantre de la rupture ou des exécutions des chantiers donne instruction pour qu'on accompagne cette entreprise, pour moi, ça pose deux problèmes.
Le premier problème que ça pose, c'est qu'il y a forcément une volonté manifeste du pouvoir en place de pouvoir privilégier les entreprises locales en termes donc d'exécution des chantiers. Si c'est ça, eh bien, ce que le ministre a dit n'est pas forcément blâmable. Mais si ce n'était pas ça et que nous sommes sur le chantier international, où lorsque vous êtes en BOT, vous devez respecter les principes, je dis oui, il va falloir garder le silence. Le ministre a manqué un peu de tact en gardant un peu sa langue. Il a parlé un peu de trop. Et donc, voilà un peu le problème que ça pose lorsque vous êtes donc, vous avez signé un contrat et qu'au cours du jeu, vous êtes tenu de changer les thèmes donc du jeu. Ça vient et puis chacun commence par bavarder. Et lorsque vous bavardez, souffrez aussi que votre hiérarchie puisse taper du poing sur la table et vous ramène à l'ordre. L'autre hypothèse? L'autre hypothèse que ça pose, c'est que ici, nous sommes dans une démarche d'entreprise très peu crédible. Et nous sommes dans les affaires. Nous avons un président de la République, qu'on le veuille ou non, même s'il va à l'église pour faire la confession, même s'il va voir Dieu le Père et revient sur terre, ça ne fassera jamais le principe de ce qu'il est. Il a été opérateur économique. Et donc, nous sommes dans les affaires ici. Et dans les affaires, c'est les intérêts qui guident. Alors, voyons un peu ceux qui entourent les responsables de cette entreprise, leur relation avec le pouvoir en place. Et donc, si c'est sur ça, eh bien, le silence est requis ici. Parce que quand vous allez commencer par voir, vous allez voir le président de l'Assemblée nationale. D'abord, le premier responsable, il s'appelle De Chacus. Et donc, à lui, il réunit le président de l'Assemblée nationale, qui aussi a des acquaintances avec le nouveau chantre donc, de la rupture. Et vous savez, le dossier, révision de la Constitution, vous savez, j'aviserai ce que ça peut avoir comme impact, tout ça. Ici, nous sommes dans l'arène politique. On revient sur ces aspects-là. Mais Brice Ogoubillé, oui, changer les règles de jeu au cours du jeu, comme avance Kasbi Pidjo, qu'est-ce qui pourrait fondamentalement motiver un tel choix? Bon, tout à l'heure, Kasmi disait que s'il s'agissait de favoriser un national, donc c'est une entreprise patriotique. Voilà. Donc moi, je vais dans ce sens-là pour dire Ofma, c'est une entreprise nationale. Donc ce n'est pas forcément mauvais que le gouvernement puisse lui donner un coup de main. Voilà ce qui a été fait. Bon, il s'agit maintenant de gérer proprement pour que les citoyens ne distinguent pas les failles. Il y a ce premier aspect. Maintenant, s'il se trouve qu'on a financé cette entreprise et que les travaux qui devaient commencer n'ont pas commencé, il y a un problème. Puisqu'ils ont reçu une avance. C'est parce que les travaux n'ont pas vite commencé ou bien n'ont pas commencé encore que le ministre a été obligé de faire des remontrances. Bon, maintenant, en qualité de quoi il a fait des remontrances avec autant de véhémence, autant de vigueur, puisque selon l'article du matinal, on disait que Ofma n'est pas n'importe quelle entreprise. Donc ils ont peut-être des renseignements, des informations que nous n'avons pas. Pourquoi ce n'est pas n'importe quelle entreprise? Donc moi, je ne rentrerai pas dans les détails. Ça appartient à X, Y ou Z. Il y a des politiques derrière, etc. Vous remarquez que c'est une entreprise nationale qui a bénéficié d'un coup de main. D'ailleurs, le directeur des infrastructures, le directeur du transport, M. Ayadi, est passé pour justifier que c'est une pratique qui se faisait aussi. C'est parce qu'il a dit ça que moi, je me dis que c'est un problème sérieux. C'est parce qu'il est sorti pour expliquer cela que je dis, bon, s'il ne se reprochait pas quelque chose, pourquoi sont-ils obligés de sortir pour donner cette version des choses? En se disant, oui, sous Yaïboni, il y a eu telle entreprise qui a bénéficié de ça, pour que ça aille plus vite, etc. Il y a peut-être une volonté d'accélérer les choses, mais que les choses se fassent dans les règles de l'art, c'est ça qui serait appréciable. Oui, vous l'avez dit, le directeur des infrastructures est monté au créneau. Il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien d'immoral. C'est des pratiques anciennes. Et face à un certain nombre de situations d'urgence, on pourrait recourir à ces pratiques. Cette sortie du directeur des infrastructures, loin de calmer les ardeurs, de rassurer les citoyens béninois, a semblé jeter encore de l'huile sur le feu, susciter un certain nombre de réactions. Même dans le rang de ses alliés d'hier, cas syndicaliste, l'homme était, avant d'accéder à l'équipe gouvernementale. Nous allons, avec votre émission, mesdames, messieurs, chers invités, la complicité de la régie, suivre quelques-unes des réactions observées ça et là. La régie. Le directeur des travaux publics, il est sorti de nos rangs. Nous devons le soutenir. Mais je crois qu'il est dans un mauvais rôle. Il n'est pas le ministre. Il n'est pas le porte-parole
ni du ministre, ni du gouvernement. La preuve, quand on lui a demandé s'il pouvait donner les motifs pour lesquels son ministre a été relevé, il a dit que ça ne relève pas de sa compétence. S'il a des restrictions dans sa compétence, pourquoi elle est venue communiquer? L'adage qui dit que le pouvoir transforme l'homme, je suis en train de voir la concrétisation sur Ayadji. Ayadji le Führer, Ayadji l'homme intègre, n'est plus le même aujourd'hui. Parce qu'il veut défendre le faux. Depuis un moment, c'est ça. Sinon, ça m'étonne de voir notre Ayadji faire des comparaisons au temps de Yahi aujourd'hui. Nous dit que au temps de Yahi, et que l'entreprise AD aussi, une fois aussi, a été subventionnée, des trucs bizarres. Mais qu'est-ce que nous avons refusé pour ramener Talon ici? C'est pas pour corriger ces désordres-là? On a mené des luttes ensemble avec Jacques Ayadji. Il est resté parmi nous. En tant que nous, les étudiants, il était resté parmi nous ici. On a combattu Yahi Boni ensemble ici. Mais maintenant, c'est leur tour de geste. C'est eux qui gèrent maintenant. Mais lorsque c'est comme ça, il faut avoir au moins l'intelligence d'être honnête pour dire au peuple, effectivement, c'est comme ça, ça s'est passé. Au lieu de tourner tout le monde dans la farine pour dire, pour nous mettre sur là, des termes techniques pour nous embrouiller, c'est pas normal. Il faut le comprendre. Hier, il était syndicaliste et il va dans de bonnes directions. Mais aujourd'hui, il est politicien. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Mais c'est un peu regrettable. Puisque nous en avons vu plus que ça dans ce pays. Nous en avons vu plus que ça. Il devait savoir que après ce régime, il va revenir encore au bécail. Mesdames, Messieurs, ce sont là quelques-unes des réactions recueillies, ça et là. Brisso Goubi, qu'est-ce que cela vous inspire? Eh oui, et de lui, le fait, oui, parce qu'il a été syndicaliste. Et c'est l'un des profondeurs du régime Yahi. Voilà, donc... Et moi, je le plains parce qu'il n'a pas un rôle facile, là, parce qu'il est maintenant dans le régime, il défend une position. Mais au-delà de cette position qu'il défend, ce qui gêne, c'est son parcours, ce qu'il a été, et ce qu'il dit aujourd'hui, qui est la contre-thèse de ce qu'il défendait il y a quelques mois, quelques années. Donc les Béninois ont confiance dans ce régime, et ils ont confiance aux acteurs qui animent ce régime. Mais quand il y a ce genre de situation et qu'il y a des gens qui sortent pour défendre cette position, il y a un malaise. C'est ce malaise qui s'est généralisé dans le pays, qui fait le cas Hofmaz, ce que les gens appellent désormais Hofmaz, cas de relance politique, disons-le, et qui, dans un contexte de morosité économique, dans un contexte où l'opposition peine à prendre ses marques également, donc l'opposition a trouvé un terreau assez fertile pour sortir ses crocs. Réaction par rapport à ces interventions? Moi, je n'ai pas de reproche à faire à Jacques Ayadji. La personne de Jacques Ayadji, le Béninois Jacques Ayadji, je n'ai pas de reproche à lui faire parce que, attendez, hier, c'était le syndicaliste qui parlait. Et son syndicat est encore là. Il parlait au nom de son syndicat. Et donc, ce qu'il disait, c'était le groupe auquel il appartient. Il donnait le point de vue de ce groupe-là. Mais la personne de Jacques Ayadji est différente. Il faut pouvoir dissocier Jacques Ayadji du syndicalisme. Aujourd'hui, Jacques Ayadji, le Béninois, est en train de servir sa patrie. Et il est en train de dire autre chose que ce qu'on avait entendu dans un passé très récent, qui n'est pas forcément de lui, mais aujourd'hui, ce qu'il dit engage sa responsabilité et engage la responsabilité de l'écurie, du chapelle auquel il appartient. Et donc, moi, je ne fais pas le procès de la personnalité parce qu'il faudrait qu'au Bénin, on commence par dissocier le responsable et le personnage. Ici, Jacques Ayadji est en train de défendre une position. Et ce qui me gênerait un peu, encore que je l'ai dit, c'est que c'est la comparaison qu'on fait d'hier à aujourd'hui. Et ça, en partie, je suis d'accord avec un des téléspectateurs, enfin, un des auditeurs qu'on a interrogé, qui disait que on a refusé ça hier. Mais je l'ai dit tantôt, si c'est pour défendre les entreprises locales, je crois qu'ils sont dans le plein droit. Et je crois que cet argument leur donnera plus
plus donc de raisons. Il n'y a pas de règle pour les entreprises locales. Ah non, il faut défendre. Si c'est l'entreprise locale face à une entreprise étrangère, et si c'est nous sommes dans la transparence, il faut défendre. Je ne peux pas concevoir que mon argent, l'argent du Béninois, puisse être envoyé à l'étranger. Ça, ce n'est pas possible. Si nous avons, pour les mêmes entreprises, nous avons des données techniques qui prouvent qu'ici, il faut aller avec l'entreprise locale, il n'y a rien à faire. Il faut privilégier l'entreprise locale parce que l'argent reviendra au pays. Mais il ne faut pas prendre les devises, nos devises, nos maigres ressources pour envoyer ça à l'étranger. Ça, je suis foncièrement contre. Et donc, si c'est sur ces terrains nous sommes, je dis, leurs arguments, ça tient la route. Mais lorsque on va vouloir, la personne de Jacques Kayadi dit, il le faisait hier, non, je n'autorise, en fait, qui suis-je? Je ne conçois pas. Je ne conçois pas qu'une autorité puisse parler en ces termes. Deuxième chose que je reproche à sa sortie, c'est que Jacques Kayadi a été nommé par arrêté. Khéroumé a été nommé par décret. Quelqu'un qui a été nommé par décret et qui a été démis par décret est supérieur à quelqu'un qui a été nommé par arrêté. Et donc, Jacques Kayadi n'est pas autorisé, n'est pas la personne la plus indiquée à venir nous fournir des informations au sujet donc du limogeage de Khéroumé, parce que c'est son patron. L'objectif de sa sortie, ce n'était pas Khéroumé limogeage, mais plutôt... Expliquez. Jacques Kayadi n'est pas donc la personne compétente pour défendre ce dossier. Khéroumé, le ministre Khéroumé a un ministre intérimaire. Première chose, premier niveau d'analyse. Deuxième niveau, le ministre Khéroumé a donc appartient à un système qui doit avoir un porte-parole. Et pour des dossiers aussi dangereux, aussi sérieux, je crois savoir que il revient donc à quelqu'un du sillage de la rupture de venir. Vous savez, un général qui annonce un coup d'État et un journaliste qui annonce un coup d'État, ce n'est pas la même information. Et donc, on fera beaucoup plus foi au général qui annonce un coup d'État qu'à un journaliste qui vient rapporter les propos. Jacques Kayadi est venu donc dire quelque chose qu'on lui a dit de dire. Et donc, il n'a pas le rang de celui qui peut le dire pour donc donner une certaine crédibilité. La signature de l'État ici, il ne faut pas s'amuser avec. J'ai comme l'impression qu'on s'amuse avec les choses. Et c'est ce que j'ai reproché. De revenir vers vous, au Kazmi, oui, la signature de l'État. L'un des intervenants a semblé aussi être un peu indigné par le choix porté sur la personne de Jacques Kayadi, qui voudra sacrifier Jacques Kayadi. Ouais, moi, je ne rentre pas dans la hiérarchie des normes juridiques. Je remarque que Jacques Kayadi est de la rupture. Je remarque qu'il est un cadre du ministère de Khéroumé. Je remarque qu'il a fait une sortie médiatique. Maintenant, a-t-il fait cette sortie médiatique de son propre chef? Est-ce qu'il peut le faire? Voilà. Je ne sais pas, je ne pourrais pas donner de réponse à cette question parce qu'il y a eu des critiques sur les réseaux sociaux, également certains journaux, comme quoi il n'est pas la personne la mieux indiquée pour intervenir sur ce sujet. Je regarde l'analyste que vous êtes, et lequel? Non, moi j'ai l'impression que c'est un activiste, hein, Jacques Kayadi. Il peut vouloir rendre service au gouvernement, prendre de son initiative et la décision de porter cette information. Bon, cela voudrait également dire qu'il y a des réglages qui ne sont pas opérationnels encore à ce niveau. Donc, Jacques Kayadi, on a connu ses positions hein, dans le passé, bon, donc il est passionné aussi, donc si il veut défendre son gouvernement, peut-être qu'il a pris par le mauvais bout, on ne sait pas, mais sa sortie, c'est ça d'ailleurs qui a réveillé beaucoup plus l'attention des populations pour dire, ah, donc il y a eu anguille sous roche, il y a quelque chose qui a mal fonctionné dans ce dossier, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les regards sont braqués sur l'évolution de cette situation. L'évolution de cette situation, on y évoque aussi un peu d'enduit politique. Briceau Goubilly, vous êtes aussi un analyste des questions politiques. Quelles mains les gens semblent évoquer, sans le dire vraiment nommément? Il y a des données politiques autour de ce dossier. C'est vrai que Porte-Novo reste stratégique. Bon, donc, avant même ce dossier, l'affaire Ofmars, bien le nom même lié à la structure Ofmars, il y avait eu une information qui passait, qui disait que bon, des personnalités politiques de premier rang sont actionnaires à Ofmars. Bon, vrai ou faux, on ne saurait le dire sur ce plateau. Voilà. On dit également que pourquoi est-ce que les gens sont un peu jaloux des prestations du président de l'Assemblée nationale qui, pour une fois, a obtenu les routes Porte-Novo, a promis c'était Paubert, Ouéhi. Pour une fois, on va moderniser la ville de Porte-Novo et puis les gens sont jaloux en l'impliquant dans telle chose. Bon, c'est de la politique aérée. Voilà.
Bon, on dit également que si il y a eu facilement un préfinancement, c'est pour obtenir des faveurs politiques de la part du président de l'Assemblée nationale dans les différents dossiers qui pouvaient se vivre. Vrai ou faux, on ne saurait le dire sur ce plateau. Donc, c'est une série de rumeurs. Hein. Et quand la rumeur enfle, on ne sait pas où se trouve la vérité. Donc, ça crée forcément une ambiance, une atmosphère politique, un terreau sur lequel peut surfer ceux qui sont contents ou ceux qui sont mécontents de la situation de morosité dans laquelle nous vivons pour le moment, qui sont plus ou moins liés au début du mandat du président Talon. Donc moi, je crois que ça alimente les rumeurs depuis longtemps. Là, la sortie du ministre sur ce sujet, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et puis ça a pris. Beaucoup de polémiques, oui. Porto Novo, ça reste un bastion très en vue, chouchouté, mais qui a intérêt à vouloir surfer sur ce terrain? D'abord, moi, je suis un peu peiné de pouvoir lier donc Ofmas à Adrien Oumbédi et en même temps donc à ce chantier-là, parce que Ofmas aurait pu avoir une entreprise, je dis quelque chose, Djougou, Natitengu, qu'on n'aura pas les mêmes réactions. Pourquoi forcément, quand c'est Ofmas, il faut lui attribuer un chantier qui tend donc Semenkoji pour Porto Novo? Parce que non, est-ce que c'est la personne de M. Adrien Oumbédi qui a forcément tenu de donner une certaine image, une des meilleures images à Porto Novo? Pas forcément. Donc je crois qu'eux-mêmes, en leur sein, en tant que cadre, ils pouvaient déjà éviter donc, ces débats politiques-là qui pouvaient déjà envenimer les choses. Il y a 1001 chantiers aujourd'hui. Vous avez le Grand Nokoué, on pouvait... Donc Ofmas aurait pu être sur un autre chantier, sur un autre ça limiterait les dégâts. Et donc moi je crois que le chef de l'État, Patrice Talon, il est un fin politique, il est un fin opérateur économique et il sait bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Sur ce genre de chantier, il faut éviter forcément lorsque c'est rattaché à la personne. Parce qu'on est en train de personnaliser le chantier. Et pendant que vous êtes en train de personnaliser le chantier, ça donne libre cours à un certain nombre de choses que je ne peux pas citer dire ici. que le chantier octroyé Ofmas pourrait être un cadeau empoisonné donné aux leaders des Tchouko-Tchouko. Rien que pour après en arriver à un éclatement parti. Parce que demain, lorsque le chantier ne sera pas bien exécuté, on aura le temps de dire, ben, écoutez, c'est un de vôtres, hein, c'est votre leader charismatique qui a exécuté ça. Vous allez vous en prendre à vous-même. Si Porto Novo n'est pas développé, c'est vous-même. En alliance, on ne peut pas se donner ces coups-là. En alliance, vous dites, nous sommes dans un jeu politique ici. Mais et sous la rupture, si vous voulez. Et tous les coups sont permis. Vous savez, on ne sait pas toujours ce que demain nous réserve. Et donc, on est en alliance aujourd'hui. Demain, on peut être donc divisé. Il n'y a rien à faire. Et j'aurai toutes les cartes demain pour dire ce que je veux. Et donc, forcément, je crois que même lui-même, d'ici, effectivement, il est lié donc, à cette entreprise-là. Il aurait pu choisir un autre chantier, que ça soit forcément le chantier Porto Novo. Et deuxième chose ici, vous savez, lorsque on vous appelle Patrice Talon, vous venez à la tête d'un État comme le Bénin, et que vous avez opté pour 5 ans, raisonnablement, vous ne devez pas faire des alliances de cette nature-là. Ça, je le dis, ça, c'est ma personne qui parle. Parce que, vous n'avez rien à gagner que l'Assemblée soit avec vous ou que l'Assemblée ne soit pas avec vous. C'est les accords de ratification. Et dans la droite ligne de l'exécution du budget qui est passé par l'Assemblée nationale, il ne devait pas avoir un seul dossier envoyé à l'Assemblée pour ratification qui doit être rejeté. Parce que dans la sincérité, vous avez dit oui, nous acceptons ce budget-là. Et donc, tout ce qu'on doit vous amener en termes de ratification, vous êtes tenu de donner une onction favorable. Et donc, c'est des conséquences liées donc, à un certain nombre de choses. Donc, moi, personnellement, je ne conçois pas, si il m'était donné de donner conseil donc, au chef de l'État, je ne conçois pas qu'il aille en alliance de cette nature-là. Maintenant, s'il y a d'autres intentions après 2021, ça, on ne sait pas. Et dans on avisera, dit sur la chaîne publique, je ne sais pas si 2021, il y a encore des enjeux politiques. Là, dans ce cas, il est dans un certain jeu politique avec les députés. Et donc, le premier ici, député, qu'il faut donc mettre dans sa poche, c'est peut-être le président de l'Assemblée nationale, en lui octroyant un chantier d'environ 165 milliards de francs CFA. Je crois que c'est quand même un jackpot qu'on ne serait laissé sous boisseau, qu'on ne serait laissé comme ça. Donc, il faut forcément avoir la lumière là-dessus. Nous sommes aussi en pré-campagne électorale. Hein. Les législatives, c'est d'ici à un an, quelques mois.
Voilà. Donc déjà, la pré-campagne. Oui, la pré-campagne, on connaît les circonscriptions des uns et des autres. La 19e circonscription, c'est Maître Adrien Ngwedi. Là, tu fais 4 sur 5, parfois 5 sur 5. Donc, possible que l'entreprise, en tout cas, l'octroi de ce chantier à OFMA soit un os dans la voie. Je ne dis pas cela. C'est pourrait que des adversaires politiques utilisent cela pour abattre un adversaire. Ça peut être les coups également qui viennent de partout, on saurait le dire. Voilà. Donc, tout est possible. Tout est possible. C'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse. Et à défaut d'avoir les preuves de ce que nous disons, autant attendre et observer. Autant attendre et observer depuis un certain temps, dit-on, et à vous de confirmer ou défirmer, parce que vous gérez chacun des rédactions différentes. Il paraît que l'information, en tout cas sur des dossiers sensibles, n'est pas souvent disponible. Et dans des cas comme pour ces dossiers-là, vous gérez comment ? Vous savez, il n'y a pas à infirmer cette information, il n'y a qu'à confirmer. Nous sommes victimes donc de ce système qui est venu, qui a voulu faire s'accaparer toutes les informations. C'est pas mauvais. Pour eux, c'est pas mauvais. Mais pour donc un pays qui a commencé un exercice démocratique depuis un certain nombre d'années, ça pose un problème. Et je peux le dire sur ce plateau, oui. Aujourd'hui, les informations ne sont plus disponibles. Parce qu'en temps normal, lorsqu'un dossier comme ça vient, les voies pour aller vérifier toutes ces informations sont connues. Et c'est dans la transparence. Tout ça se gère dans la transparence. Et lorsque vous savez, lorsque vous devez être en état sérieux, lorsque vous devez aller, par exemple, sur le marché financier, tel que la BRVM ou je ne sais pas quoi, pour donc aller chercher le financement pour ces genres de projets-là, vous devez pouvoir faire le jeu clair. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est partagé au pays. Donc, je dis oui, l'information n'est plus disponible. Les circuits par lesquels nous avons ces informations, on les connaît. Aujourd'hui, quand vous appelez ces messieurs, ces institutions-là, on vous dit non, vous devez remonter jusqu'au ministre pour que le ministre donne autorisation. Or, les tests sont là, clairs, limpides. On doit pouvoir nous fournir des informations. Donc, je dis oui, on n'a pas ces informations-là et ça pose un problème. L'autre problème que je voudrais lier aussi à cette société-là, c'est que le responsable, si moi j'ai un conseil à lui donner, c'est qu'il doit tout faire pour éviter le volet social, le volet ethnique de ce chantier-là. Parce que quand on s'embarque dans ça, quand on va commencer la politique, quand on va commencer la question de la pré-campagne, on est tenu d'avoir peut-être des porte-noviens qui vont travailler sur le chantier avec donc des largesses, la non-exécution à temps. Ça a déjà commencé avec le retard accusé. Et donc, on ne donnera pas le meilleur de soi-même pour pouvoir finir à bonne date et en bien ce chantier. Et déjà que vous avez déjà une ardoise, vous avez déjà des situations très, très peu confortables, vous avez des situations inconfortables dans la gestion par le passé de certains de vos chantiers, on va vous étiqueter, même si on vous donne blanc-seing au niveau donc, du gouvernement. Le peuple retiendra que quand on dit off-mass, c'est que c'est des éléphants blancs. Est-ce que dans le cas d'espèce, vous entrevoyez avoir vraiment toute la lumière sur ce dossier? Je confirme ce que Casimir a dit tout à l'heure pour que les informations ne soient pas disponibles. Bon, c'est ce régime qui nous a habitués à ça. C'est un peu difficile de travailler sur ça dans les rédactions. Ensuite, moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est un opérateur économique qui est au pouvoir. Et lui-même, avant d'être président de la République, il n'était pas visible non plus. Moi, sa photo, je l'ai vue qu'à quelques semaines de la présidentielle. Voilà, c'est peut-être un mode de gestion de pouvoir qui a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, il faut peut-être s'y adapter, c'est compliqué. Il faut peut-être leur lancer un appel. Parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas les raisons officielles. Un conseil des ministres devait statuer pour dire qu'il a été relevé pour tel. On connaît de limogeage de Khéroumé. Et pour nombre d'autres choses, c'est toujours un peu de ce qu'on dénonce comme opacité. Donc, il faudrait qu'il fasse un effort, que le gouvernement fasse un effort de transparence, qu'il fasse un effort d'information, qu'il y ait une cellule d'analyse où les journalistes peuvent y accéder et avoir des informations. Et puis ensuite, cette tradition où on peut téléphoner à une autorité pour dire il y a tel peu réalisé, il faudrait faire travailler cette tradition-là. Tout est pour le moment statique et c'est compliqué pour les professionnels de médias de travailler dans ces conditions. Sur le dossier, c'est un grand dossier de la République et entre l'exécutif et le législatif, pour ne pas dire les deux maillons essentiels, c'est souvent soit la lune de miel ou entre chien et chat, mais aujourd'hui ça se côtoie bien. Mais l'un des rôles prépondérants du législatif, c'est aussi le contrôle de l'action gouvernementale. Brice Ogoubeye, sur ce dossier, les députés devraient-ils se saisir et chercher à savoir un peu plus ce qui se passe? Oui, c'est leur rôle.
Oui, c'est normalement leur rôle, le contrôle de l'action gouvernementale. Le député est légifère et il contrôle l'action du gouvernement. Voilà. Cela s'est vérifié depuis l'existence du Parlement béninois jusqu'à maintenant. Bon, même sous ce régime, j'ai entendu dire des commissions d'enquête parlementaire. Comment cela a été, les conclusions, on n'en a pas connaissance. Donc, ce rôle est-il joué maintenant? Je n'en suis pas sûr. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va rester comme ça pendant longtemps? Je ne suis pas sûr, puisque je vous disais que c'est le calme, peut-être avant la tempête. Parce qu'il y a peut-être une colère qui gronde dans la classe politique. Voilà. Et lorsqu'on a une majorité confortable à l'Assemblée, est-ce qu'il y a encore... Non, il y a le bloc de la majorité présidentielle. C'est un bloc confortable. Oui, confortable, mais qui ne saurait résister aux assauts de la classe politique qui voudrait peut-être renverser la tendance d'ici les législatives. Moi, je pense qu'à partir de 2018, les langues vont se délier, des initiatives vont se prendre, des regroupements vont se faire. D'ailleurs, je signale que demain samedi, il y aura une alliance naissante au Palais des Congrès composée des partis de la plupart de la région septentrionale du Bénin. Ça comptera pour beaucoup. Oui, ça comptera pour beaucoup. Il y a d'autres également qui vont se naître. Dites, Kasmi Pidjo, l'Assemblée nationale doit-elle se sentir interpellée par rapport à ce dossier OFMAS? Il y a un débat chez nous, enfin, au Bénin, qui, moi, mes cœurs, c'est quand on commence par dire que le pouvoir en place a 70 députés, on peut même avoir 83 députés. Et dans le subconscient de ces députés-là, ils doivent se dire qu'ils sont là pour une mission précise. C'est qu'ils sont là pour le contrôle de l'action gouvernementale. Et donc, quelle que soit leur appartenance au pouvoir qui est là, ça ne pouvait même pas être le cas. Ça ne pouvait pas être le cas. Parce qu'ils sont les élus du peuple, ils représentent le peuple pour pouvoir être là pour surveiller un certain nombre de choses. Et le peuple a choisi le nouveau dirigeant à plus de 60%. Le peuple, vous savez, dans un système démocratique, il y a ce qu'on appelle l'exécutif et le contre-pouvoir. L'Assemblée est la première institution de contre-pouvoir. Pareil pour la HAC, pareil pour les autres institutions. Il ne faut pas perdre cette mission-là. Il ne faut pas perdre cette mission. C'est un peu comme les différents composants de l'organisme. Ils sont ensemble, mais différemment. Chacun a un rôle à jouer. Les yeux ne jouent jamais le rôle de la bouche. Et donc, les députés doivent pouvoir savoir que sur ce dossier, c'est leur responsabilité qui est engagée. C'est tout de suite d'envoyer question orale. C'est tout de suite d'utiliser tous les moyens que leur confère la République pour pouvoir vérifier et savoir. Et d'ailleurs, quand on parle même de nos communications, on n'a pas des informations. Les députés devraient déjà s'auto-saisir, devraient déjà interpeller le gouvernement sur le principe pour dire non, nous avons accepté un régime démocratique et il doit avoir une certaine sincérité parce qu'il y a des accords qui ont été signés dans ce sens-là où le gouvernement est tenu de mettre l'information officielle à la place publique, quitte à ce que chacun fasse l'analyse qu'il veut à propos. Donc moi, je ne conçois pas qu'on ait 60 députés et qu'on les mute et que personne ne veuille parler sur ces dossiers. Ça fait 165 milliards, environ 165 milliards, où les accords de principe n'ont pas été respectés. Donc je crois que autant nous, hommes de médias, nous sommes en train de jouer le rôle qui est le nôtre, en apportant les vraies informations au peuple, autant donc les députés doivent pouvoir nous aider, nous accompagner dans l'accomplissement heureux. Donc moi je dis, on n'a même pas besoin de le leur rappeler. C'est eux qui devront déjà envoyer des questions orales au gouvernement, suivies de débats ou je ne sais pas quoi, pour que véritablement la lumière soit faite sur ce dossier. Casimir est dans l'idéal. Mais les données sur le terrain, vous les observez. Voyez-vous vraiment ces députés interpeller le gouvernement? Et les députés sont dans leur rôle. Tout à l'heure, vous parliez d'une majorité stable, homogène, etc. Non, pas stable, pas du nombre. Nous avons au Parlement béninois une majorité à géométrie variable. C'est en fonction des intérêts que les gens se rassemblent. Voilà. Donc, et je ne suis pas sûr, d'après les échos qui nous parviennent des bastions politiques, que cette majorité reste homogène pendant encore 6 mois. Voilà. Il y a un remaniement qui s'annonce. Voilà. Et peut-être que le remaniement, quand ça va venir, nous allons assister aussi à des mécontents qui vont se mettre à part. Donc, tout est changeable, c'est mouvant tous les jours. Ceci dit, c'est le rôle des députés d'interpeller. Donc, j'espère qu'ils ont entendu l'appel et qu'ils le feront. Et qu'ils le feront pour nous éclairer davantage. Vous en avez besoin? Oui, les populations en ont besoin pour faire confiance à leur régime.
Affaire Hofmas, qu'est-ce que vous entrevoyez d'ici les prochaines semaines en termes de dénouement ou non de ce dossier? Il y a ce que nous disons là, les députés pourraient interpeller le gouvernement question orale, au moins les principaux ministres concernés, pour expliquer. Il y a ça d'abord. Et ensuite, bon, le mutisme du gouvernement va continuer à alimenter les rumeurs. Donc ils seront obligés aussi de sortir officiellement pour situer les responsabilités et puis nous clarifier. Donc moi, nous, on attend des explications, des informations, soit pour stopper la polémique, et à défaut de ça, ça va continuer. Affaire Hofmas, quelle suite entrevoyez-vous pour le dossier? Deux choses. La première, c'est ce que tous les Béninois peuvent être en train, en ce moment, donc, de mijoter en leur foi intérieure, c'est que c'est un chantier qui risque d'être un éléphant blanc, soit inachevé ou achevé, mais avec des pépins à l'intérieur. Et ça, c'est très grave, parce que lorsque le copinage commence par gailler donc, le système de gestion publique, ça pose un problème. Ici, si on a sanctionné Romain parce qu'il a bavardé, enfin, parce qu'il a un peu parlé de trop, je trouve cela normal. Si c'était ça la sanction. Mais s'il a été sanctionné parce qu'il a livré un secret qu'on ne devrait pas livrer, je trouve que ce n'est pas bien parce que nous sommes tenus d'avoir des informations vraies. Ce qu'il a dit n'est pas faux, n'est pas du tout faux. Il est peut-être tenu, il a une certaine responsabilité. Enfin, il ne devrait pas trop sortir, il ne devrait pas dire un certain nombre de choses. Il est donc tenu au secret, et donc je comprends qu'on puisse l'enlever. Alors si c'était ça, je dis, c'est pas bien, c'est pas du tout bien pour la qualité de la ressource humaine que nous avons donc à la tête de l'État, parce que le peuple peut avoir fait une erreur peut-être en 2016 en les portant là, mais vu ce que même sont allés dire à Paris, je veux parler de cette boutade lancée au peuple béninois en termes donc de désert de compétences, il ne faudrait pas montrer ici que c'est en son propre sein que nous avons. Donc cette phrase-là est beaucoup plus à soi-même qu'aux autres. Et donc, il va falloir exécuter les chantiers dans les règles de l'art. Si c'est protéger l'intérêt des entreprises locales, je dis bravo, ils ont choisi la bonne option. Mais si ce n'est pas ça, si c'est le copinage, pour que les chantiers soient mal exécutés, pour que dans 5 ans, dans 10 ans, nous soyons tenus, nos enfants seront tenus de payer 165 milliards de francs CFA, sans pouvoir avoir l'infrastructure, on n'aurait rien fait. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est d'interpeller les uns les autres sur ce que c'est que véritablement le rôle de tout un chacun dans la République. Nous, hommes de presse, nous le faisons déjà, malgré les maigres ressources en termes donc de disponibilité de l'information, nous le faisons. Et que chacun joue son rôle afin que nous puissions avoir l'information pour apporter la vraie information. Au pouvoir en place, je dis, il ne sert à rien de montrer chaque fois qu'on est celui-là qui incarne donc la bonne gestion. Le tout est dans l'acte que vous posez. Et si vous avez donné donc une seconde chance à une entreprise, fut-elle Hofmas, il va falloir que cette entreprise aussi puisse faire en sorte que le peuple béninois puisse dire oui, ils avaient fauté hier, mais aujourd'hui ils sont en repentance et ils ont merci Kazmi Kudjo, Brice Goubi. Oui, si j'ai un souhait, c'est que malgré tout, il faudrait que Hofmas termine son travail. Enfin, on en a besoin, les pistes, les routes, pour le bonheur des populations, pour le transport des marchandises. Donc il faudrait trouver le juste milieu pour corriger les dysfonctionnements. Merci à vous, chers invités. Mesdames, Messieurs, merci aussi d'être toujours des nôtres. 100% Bénin, ce sera tout pour le numéro du jour. Cette citation de Léonard de Vinci, avant d'y mettre un terme. Le fait se rouille, faute de s'en servir. L'eau stagnante perd de sa pureté et se glace par le froid. De même, les nations sapent la vigueur de l'esprit. Merci pour l'attention. À demain pour notre numéro de 100% Bénin. Excellente semaine de travail à vous. À très vite.